Le travail des migraines, c'est d'abord à la fois une libération de ces articulations et un travail au niveau de l'oxygénation du cerveau. Je suis dentiste depuis de très nombreuses années, mais très tôt, j'avais eu un phénomène dans ma vie qui m'avait appris que le corps était magique. J'ai eu effectivement, quand j'ai eu 17 ans, les yeux brûlés. Et pendant 3 semaines, jour et nuit, on m'a décollé la paupière de la cornée tous les quarts d'heure pour pas que ça cicatrise avec l'œil. Et donc, cela m'a permis, ce qui aurait dû être très traumatisant, d'avoir une conscience que le corps était magique. Quand j'ai réalisé au bout de 3 ans d'exercice que même en faisant le meilleur chez nos patients, on arrivait après les problèmes sans savoir les anticiper, il y avait pour moi une incohérence. Et cette conscience m'a donné le courage de me remettre en cause par rapport à cette médecine qu'on m'avait enseignée, de chercher une médecine différente. Et quand j'ai découvert l'orthodontie fonctionnelle, ortho, ça veut dire droit, remettre les dents droites, j'ai compris que c'était vraiment la direction où je voulais aller parce que la physiologie de la bouche, depuis la 11e semaine de vie intra-utérine jusqu'à notre mort, au travers de la déglutition, eh bien, gère tout l'équilibre du corps, de jour comme de nuit, puisque on déglutit 1500 à 2000 fois par 24 heures. Et donc, en fonction de cette position de la langue, qui est, quand on est petit, ce qu'on appelle une déglutition infantile, je tète pour que l'enfant ait envie de se nourrir, survivre, mais qui, quand on a 3 ans, avec l'arrivée des ondelets, eh bien, la langue doit se positionner au centre du palais. Ce qui se fait dans les populations primitives, malheureusement, dans nos civilisations, on reste en déglutition infantile, on reste à l'avant du palais. Et cette problématique fait que nos croissances osseuses de nos maxillaires ne se font pas. C'est-à-dire que la langue, qui est constituée de 17 muscles, s'appuie au centre du palais. Comme le palais est formé de 2 hémipalais, elle va permettre de la croissance osseuse dans le sens transversal, mais pas seulement. Parce que tout ce travail des 300 muscles de la sphère orofaciale va libérer aussi, au niveau de nos articulations temporomandibulaires, cette double articulation pour redresser cette mandibule. Cette mandibule a tendance à être un peu fermée, ce qui ne permet pas cette croissance osseuse, alors que dès qu'on ouvre cette mandibule, eh bien, à ce moment-là, on va retrouver la bonne posture parce que c'est au travers de cette double articulation que la posture du corps se met en place. Et donc, par ce positionnement de la langue, tant au maxillaire supérieur qu'au maxillaire inférieur, on va se retrouver avec une bouche qui est en équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire, une bouche en équilibre? Une bouche en équilibre, c'est ça. C'est-à-dire, je peux ouvrir, fermer, mais surtout, je peux glisser à droite en étant en appui à gauche et je peux glisser à gauche en étant en appui à droite. Tant que je n'ai pas ça, on a une bouche qu'on appelle en charnière, où on va tabasser nos dents en permanence. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre très bien. Là, vous êtes là, vous n'avez pas mal à la tête. Mais si moi, je commence à vous taper sur la tête, eh bien, vous allez finir par avoir mal à la tête. Eh bien, c'est ce qu'on fait en permanence à nos dents. Alors que quand la bouche est en équilibre, parce que on a eu la croissance normale, je vais vous montrer une photo où vous allez comprendre un peu mieux. Vous voyez, la bouche d'en haut, c'est une bouche charnière, c'est-à-dire j'ouvre, je ferme, mais il n'y a pas d'équilibre. Là, il y a 1 an de plus de rééducation. Vous voyez comment la mandibule s'est ouverte, les branches montantes, les parties verticales de la mandibule sont verticales, les molaires deviennent verticales. À ce moment-là, on fait la place des dents de sagesse et là, la posture du corps est correcte. Et à ce moment-là, pour parler par rapport au sujet qui nous importe, eh bien, les ethmoïdes et les sphénoïdes vont être en équilibre. Alors que tant que la bouche est en charnière, eh bien, on est en torsion au niveau des ethmoïdes et des sphénoïdes, qui sont les os internes de la base du crâne. Donc, chaque fois qu'on va fermer, eh bien,
il y a cette agression parce que la bouche n'est pas en équilibre. Quand j'ai découvert ce travail, eh bien, ça a été une évidence de tout changer du jour au lendemain dans mon cabinet. Et je me suis consacrée à l'orthodontie fonctionnelle. Et après, j'ai formé plus de 500 dentistes en Italie depuis 20 ans, un petit peu en France, malheureusement pas assez, parce que c'est vraiment la clé. Si vous voulez, je suis toujours allée en amont, parce que ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on garde nos dents. Nos dents sont aussi précieuses que nos diamants, mais on n'en a pas conscience, parce que les formations médicales, les formations dentaires nous montrent que c'est normal d'avoir des caries, c'est normal de déchausser des dents, c'est normal d'avoir des problèmes d'articulation. Pour moi, ça n'a jamais été normal, parce que les populations primitives gardaient leurs dents jusqu'au bout, se maintenaient avec un équilibre, et donc il faut retrouver ce qui était en place dans les populations primitives, et cela, on le fait avec cette rééducation de la langue au travers de gouttières souples. Elles sont faites par rapport à l'équilibre d'une bouche normale, et le fait de mettre cette gouttière entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas va permettre de libérer les tensions que l'on a au niveau des articulations, mais surtout de permettre une bonne position de la langue qui va permettre une bonne respiration nasale. Clé de voûte de toutes les fonctions neurovégétatives que sont la déglutition adulte, la respiration nasale, la phonation, la mastication. Et cela, ça va permettre une bonne oxygénation du cerveau, donc éviter les problèmes de ronflement, les problèmes d'apnée du sommeil, mais aussi les migraines. Parce que c'est vraiment la langue qui va modeler le corps, qui va modeler ce palais pour que à la fois chaque dent trouve sa place, mais surtout que l'oxygénation du cerveau se fasse et que le cerveau puisse relarguer les endorphines de détente nécessaires à son bien-être. On a parlé de orthodontie fonctionnelle. Souvent, on connaît plus l'orthodontie, on va dire, que je peux appeler peut-être classique. Quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez définir un petit peu les deux orthodonties? L'orthodontie classique, que ce soit les bagues ou les travails de gouttières que l'on change régulièrement, les gouttières transparentes, on travaille en force pour amener un alignement. Les dents sont rangées, mais elles ne sont pas en équilibre. Et cette orthodontie, elle n'est pas stable. C'est pour ça qu'on va mettre des barres de contention, on va faire enlever des dents de sagesse pour être sûr qu'on n'aille pas déranger cet équilibre précaire qui a été mis en place. Et moi, j'ai très souvent des gens qui ont eu de l'orthodontie classique et qui reviennent parce que les bouches se mettent à changer, les dents se chevauchent, parce que ce n'est pas stable et parce que la langue n'est pas en place. Et si la langue n'est pas en place, eh bien, il y a ces problèmes à la fois au niveau de l'oxygénation du cerveau, mais aussi au niveau de la posture, parce que c'est vraiment cette double articulation qui gère l'équilibre du corps. Si vous voulez, en médecine chinoise, on dit toujours la langue, c'est l'équilibre interne du corps. La langue étant reliée au périnée. Ce qui tient le corps, c'est pas la colonne vertébrale, c'est cet axe périnée-langue. Et moi, ce que je fais en orthodontie fonctionnelle, parce que j'ai été enseignée de l'intérieur, si vous voulez, eh bien, ça a été de mettre en place un exercice qui permet de rééduquer cet axe périnée-langue qui va permettre de donner une stabilité au traitement d'orthodontie. Donc, le traitement orthodontique fonctionnel, il passe essentiellement par la langue, quand en orthodontie classique, on passe par des moyens de contention ou d'écartement. Exactement. La langue, c'est un énorme muscle dont on soupçonne pas à quel point il est grand et à quel point il s'attache loin. Nous, on pense juste au bout de la langue qui sort, mais finalement, c'est tout le palais, ça vient jusque dans les cervicales, donc il y a des leviers énormes. Et donc, c'est à travers ce gros complexe de muscles qui est suffisamment puissant pour pouvoir modeler de l'intérieur le palais, les dents et la sustentation de la posture. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est vraiment quelque chose de différent. Moi, je le vois, par exemple, puisque je fais même des consultations en visio, eh bien, quand je revois les gens un mois après, je vois une différence sur leur visage. Il y a déjà, rien qu'un mois de traitement, il y a déjà un impact au niveau des pommettes, au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Il y a beaucoup moins de tension
qui se voit. Il y a une façon de se tenir au niveau du maintien du corps qui est différente. Qu'est-ce qui fait que les populations primitives, comme vous dites, ont cet équilibre, ont une bouche harmonieuse qui s'est suffisamment élargie? Qu'est-ce qui fait qu'on ait perdu, nous, cet équilibre? C'est l'alimentation. Alors, peu de gens ont travaillé sur l'alimentation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'alimentation parce que, justement, à la fin de mes études dentaires, pour avoir un enfant en bonne santé, j'ai changé d'alimentation et j'ai eu la chance d'accoucher dans la joie et le plaisir, sans douleur. Et donc, ça m'avait donné un référentiel de santé. Et on a eu la chance d'avoir un dentiste qui s'appelait Weston Price, qui dans les années 1920 a fait le tour du monde des populations primitives et a découvert que toutes ces populations avaient les bouches parfaitement alignées et avaient une immunité naturelle au niveau des dents. Mais que dès qu'arrivait un entrepôt avec l'alimentation de l'homme moderne, avec les farines raffinées, les conserves, les sucres raffinés, dès que les parents abandonnaient cette alimentation traditionnelle, l'enfant suivant avait des chevauchements dentaires. C'est-à-dire que la sanction, elle n'attend pas 3 générations, elle est immédiate. C'est-à-dire qu'on a une modification de la structure osseuse. Vous voyez comment c'est énorme. Effectivement, d'un enfant à l'autre, c'est vrai que c'est ultra rapide. Est-ce que, bon, il y a potentiellement d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça, mais est-ce que c'est lié au fait que l'alimentation est plus molle? C'est-à-dire jusqu'à la période du chasseur-cueilleur, les gens gardaient leurs dents en bon état. À l'arrivée de la culture, des céréales, on a eu une première perturbation où là, on a commencé à avoir des caries. Mais la structure osseuse restait la même, la structure de la bouche restait la même. Et la deuxième révolution, ça a été la révolution industrielle. Alors, nous, on ne l'a pas vu parce que ça s'est fait depuis 150 ans. Et ça s'est fait insidieusement, où les aliments sont devenus plus mous, où on a eu plus de farine raffinée, où on a eu plus de conserves, où on a eu plus de sucre. Mais la chance que l'on a, c'est que l'on voit que quand on rétablit la langue, quand on rétablit cette orthodontie fonctionnelle, eh bien, le corps ne demande qu'à s'ouvrir, même chez des enfants où la bouche est très très en déséquilibre. Ça veut dire que l'histoire du dentifrice, elle est concomitante à la révolution industrielle et la nouvelle alimentation, et que en fait, avant, il y en avait beaucoup moins besoin, puisqu'on a dit que la bouche était immunitairement beaucoup plus forte. Oui, et puis en plus de ça, bon, quand on comprend que on est habité par un microbiote très important, dans la bouche aussi, moi je sais que j'ai toujours été étonnée qu'il n'y ait pas plus d'infections dans la bouche quand on connaît tous les microbes qu'il y a, mais justement il y a tout un équilibre. Sauf que si notre alimentation est déséquilibrée, eh bien notre flore bactérienne va être déséquilibrée et on va avoir tendance à avoir plus de problèmes. Est-ce que vous avez pu remarquer dans les patients que vous accompagnez que certaines personnes qui vont justement avoir des mycoses ou des aftes ou des choses comme ça ont justement plus de désordre ou de déséquilibre au niveau de leur bouche? Oui, et puis après, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir en fonction de, par exemple, des gens qui mâchent plus à droite vont avoir des pathologies différentes de ceux qui mâchent plus à gauche. Aussi, ça intervient aussi. Il faut vraiment comprendre que la physiologie de la bouche nous donne les clés de physiologie du corps, tant au niveau physique, énergétique, psycho-émotionnel, quantique et spirituel. C'est aussi énorme que ça, parce que au travers de nos cristaux dentaires, les cristaux dentaires, c'est porteur de nos mémoires, c'est porteur de, des mémoires de notre généalogie. Donc, les dents, c'est pas seulement des petits objets qui sont là pour la mastication, mais c'est aussi quelque chose qui est vivant et qui a une résonance tant avec les organes du corps que aussi avec notre psychisme. Qu'est-ce qui fait que pour vous, ces dents sont aussi précieuses que des diamants? Est-ce que vous pouvez approfondir là sur votre approche? Ouais, les dents, c'est la partie la plus dure du corps. Donc, quand la dent est touchée, ça veut dire que la personne est rentrée dans la pathologie. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très important
de privilégier la bonne santé dentaire dès le plus jeune âge et faire comprendre aux enfants que c'est important. Et en plus de ça, faciliter la mise en place d'une bouche équilibrée, parce que plus on la maintiendra en place tôt, ou on la restaurera tôt, eh bien moins on a de chances que les dents se carient parce qu'elles vont pas être tabassées chaque fois qu'on ferme la bouche, parce que quand il y a la bouche équilibrée, eh bien toutes les dents se soutiennent. Alors que quand on est en occlusion charnière, eh bien en permanence, ça va faire des agressions. Et en plus de ça, eh bien, on aura une mauvaise oxygénation. Donc si on a une mauvaise oxygénation de notre cerveau, toute la flore microbienne est vécue différemment. Le changement d'alimentation, est-ce qu'il peut ramener une bouche plus équilibrée ou est-ce qu'on est obligé au jour d'aujourd'hui de passer par de la rééducation linguale? Je vais vous dire, j'ai 50 ans de carrière, j'ai vu que 4 bouches naturellement en place. Donc c'est vous dire s'il n'y en a pas beaucoup. Quand on connaît les activateurs, on a envie d'en mettre à tout le monde. Parce que tout le monde en a besoin. Moi-même, ça fait 30 ans que je dors avec un activateur, même si ma bouche, elle est en ordre. Pourquoi? Ici, c'est un lieu d'engrammement du stress. Même si on a une bouche équilibrée, on voit que le monde moderne est très perturbant. Donc, de dormir avec un espace tampon entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas permet que nos chaînes musculaires soient relâchées, permet que notre cerveau soit oxygéné. Et je veux dire, une bouche équilibrée, ça fait une différence énorme. J'en ai connu une de près puisque mon mari est mort à 53 ans avec toutes ses dents, avait une bouche parfaite. Je n'ai jamais fait un détartrage dans sa bouche, je n'ai jamais fait un soin dans sa bouche. Donc, je sais ce que c'est qu'une bouche équilibrée parce que je l'ai vu, je l'ai vécu au quotidien. Mais malheureusement, j'en ai rarement vu. Et ces 4 bouches équilibrées, est-ce qu'ils avaient quelque chose de similaire dans leur profil, dans leur comportement, dans leur façon d'être? La bouche équilibrée, elle a des caractéristiques. Ici, il y a un alignement du groupe incisivo-canin. Et puis, il y a une arcade qui est harmonieuse, aussi bien en haut qu'en bas. Hein. Mais en bas, il y a cet alignement qui permet justement de pouvoir glisser à droite, à gauche. Et je parlais plutôt dans le sens des profils de ces personnes qui avaient une bouche équilibrée. Oui, c'est une bouche équilibrée. Effectivement, ça donne des gens qui sont beaucoup plus équilibrés. Je l'ai vu avec des enfants de 6-7 ans, quand ils alignaient ce qu'on appelle carrer la mandibule, quand ils alignaient leurs dents du bas, c'était des enfants qui étaient solides à l'intérieur d'eux-mêmes, qui étaient conscients de ce qu'ils étaient venus, du sens de la vie, de ce qu'ils étaient venus faire sur la Terre. Et très tôt. Et ça se maintenait au cours des années, parce qu'il y en a certains que j'ai suivis sur plusieurs années. Et donc chez les personnes qui avaient, on va dire anatomiquement ou physiologiquement, ou depuis le début, leur bouche équilibrée, pareil, c'était des personnes qui savaient ce qu'elles faisaient, qui savaient pourquoi elles étaient là, qui savaient aller droit au but. Il y avait vraiment un meilleur équilibre, oui. Neuropsychique, oui, c'est clair. Est-ce que pour les enfants, en ramenant une alimentation plus naturelle et plus saine, est-ce que ça peut suffire à leur permettre d'avoir une bouche équilibrée au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, il y a souvent besoin d'aide parce que la dégénérescence, je vous dis, elle est depuis 150 ans. Donc, même avec, parce que l'accouchement est aussi très très important. Donc, à l'heure actuelle, on a aussi une médicalisation de l'accouchement qui n'est pas toujours favorable au bien-être de la naissance. Donc, il y a un juste milieu à trouver à ce niveau-là. Et on retrouve au niveau des façons dont les enfants sont nés. Oui, le passage qui peut être parfois compliqué, mais on voit effectivement que ça peut avoir un impact et donc la solution elle est différente et potentiellement derrière un côté qui est plus favorisé que l'autre pour la mâche. Donc d'ores et déjà on part pas tous avec un équilibre optimal. Est-ce qu'on peut re-approfondir un peu sur ce côté postural, la posture, la bouche, les migraines? Alors, ce qui tient le corps, comme je vous le disais, ce n'est pas la colonne vertébrale, c'est cet axe périnéal.
Mais pour ça, eh bien, il faut que la langue soit vraiment au centre du palais. Et même les orthophonistes, très souvent, font des rééducations avec la langue derrière les dents, alors que la position, c'est au centre du palais. Si vous avez fait l'exercice quand vous étiez petit, vous avez joué au petit cheval, de claquer la langue au centre du palais, eh bien, c'est là où on met la langue. Il y a une autre façon de savoir où on place la langue, c'est de mettre la première phalange dans la bouche, c'est-à-dire que la pliure du pouce, on le met au niveau des incisives supérieures, et la pointe de la langue, c'est derrière le pouce. Vous allez voir que c'est très loin. Vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on pense, effectivement, hein. Voilà. Et On est d'accord que on pose le pouce, donc les dents ici. Est-ce qu'on remonte complètement le pouce ou est-ce qu'on laisse le pouce on tendu? laisse toucher au palais Voilà, toucher au palais. Ok. et on met la pointe de la langue derrière. Et systématiquement, les gens disent ah, c'est très en arrière. Et donc, c'est ce qu'on va travailler en orthodontie. Enfin, c'est ce que moi je travaille, parce que tout le monde ne travaille pas comme ça. La plupart des gens travaillent encore en succion. On mâchouille sur un activateur, même en orthodontie fonctionnelle. Alors que le vrai travail, c'est de rééduquer la langue qui va permettre cette croissance des maxillaires, qui va permettre de mettre en place cette déglutition adulte, qui va éviter aussi tous les problèmes de ronflement et d'apnée du sommeil, hein, d'éviter d'avoir ces appareils à oxygène qui sont du palliatif mais qui ne vont pas travailler au niveau de la cause, alors qu'avec la position correcte de la langue et la rééducation, eh bien, on voit les apnées du sommeil disparaître en l'espace d'un an à peu près. Même dans les cas d'apnée du sommeil sévère? Ah oui, moi je peux vous donner un exemple d'un patient que j'ai, parce que j'ai pas toujours eu les chiffres. Je sais que j'ai des gens qui me disent, bon, au bout d'un mois, j'ai arrêté tout de suite mon appareil et maintenant je dors bien, ma femme dort bien, j'ai plus de problème de somnolence. Mais j'ai un cas où là, je sais les chiffres. On était à 49 apnées du sommeil au mois de février 2024. Au mois de mai, on était passé à 24. Et au mois d'octobre, on était passé à moins de 5. Effectivement, ça change la vie. Exactement. Exactement, parce que si vous voulez, avec cette rééducation, on n'a plus d'apnée, alors que avec l'appareil à oxygène, on a toujours des apnées, on compense par une oxygénation, mais on a toujours les apnées. Oui, puis c'est un moyen externe qui nous soutient. C'est pas, ça se passe pas de l'intérieur. Bon, c'est au prix de quoi? Parce que moi, je sais que j'ai eu un patient qui est venu de Belgique. Il m'a dit, mais madame, ça fait 10 ans que je porte un appareil à oxygène et que je me sens pas en forme. Et je le disais à mes médecins, mais j'étais persuadée qu'il y avait autre chose. Et quand j'ai refait la deuxième consultation avec lui un mois après, il m'a dit, bon, non, depuis que je vous ai vu, d'abord quand il est venu, il a tout de suite senti, il avait presque la tête qui lui tournait, rien qu'il sentait, comment il sentait que son cerveau était oxygéné. Puis il m'a dit, mais depuis que je vous ai quitté, j'ai plus jamais remis cet appareil. Je dors bien, ma femme dort bien, et j'ai plus de somnolence en voiture. Au contraire, même, je suis beaucoup plus focus. Mais je vous dis, c'est vraiment un engrammement du stress qui est là, et on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça qu'il y a des phénomènes de bruxisme, c'est pour ça qu'il y a des phénomènes, parce que c'est vraiment un positionnement de la langue. Et malheureusement, il n'a pas été vu du tout, puisque les orthodontistes le savent, mais ils ne prennent pas le temps de rééduquer. Ils confient ça à l'orthophonie, mais si on n'a pas des activateurs, si vous voulez, on ne peut pas, parce que dans la journée, vous allez pouvoir penser à votre langue, mais la nuit, votre langue, elle va revenir en avant. Donc, ça ne va pas faire le travail d'oxygénation du cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'on va engrammer cette rééducation? Parce que dans la journée, donc on fonctionne un peu de façon inconsciente, on mange, on mâche, on parle, on fait pas trop attention à comment on utilise la langue. Pour autant, si j'ai bien compris, on met pas forcément un activateur pendant la journée. On le met un petit peu. Moi, je le fais mettre un petit peu quand les gens sont devant les écrans, quand ils lisent, quand ils font leur ménage ou quand ils font leur toilette. Vous voyez, ce matin, j'ai un patient qui m'a téléphoné pour vérifier l'exercice. Et
Je lui disais, bon, votre exercice, vous le faites le matin, c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, mais dans la journée, pensez à faire ce que j'appelle la baguette magique, c'est-à-dire l'axe périnée-langue. Hop, juste on pousse la langue, juste on pousse la langue, juste. En même temps que le périnée. Voilà. Et là, c'est comme si on disait au cerveau, c'est là que je mets ma langue. Et lui, comme on travaille avec les 300 muscles de la sphère orofaciale, automatiquement, c'est comme si on disait au cerveau, voilà, tu as l'aliment dont tu as besoin au travers des muscles pour faire de nouvelles connexions. C'est pour ça que ce travail, la façon dont moi je l'enseigne et je le pratique, c'est vraiment puissant parce que c'est pas seulement du travail dentaire, c'est pas seulement du travail fonctionnel, mais c'est aussi un travail neurologique et un travail endocrinien. Est-ce Parce que justement le travail endocrinien, on peut approfondir là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'en rééduquant la langue, on a une libération d'endorphines? Eh bien, parce que là, ici, c'est un lieu d'aggravement du stress et donc on libère ça. Et automatiquement, quand la langue est au palais, on va stimuler la glande pituitaire, l'hypothalamus et on a relargage dans le corps d'endorphines, de détente et de bien-être. Parce que ça se décoince ici, parce qu'on oblige le fait que ça se décoince, donc on court-circuite le nerf, notamment le nerf trijumeau qui va être Si vous à ce voulez, niveau-là. quand la langue est en avant du palais, on fonctionne sur le nerf facial. Quand la langue est au centre du palais, on fonctionne sur le nerf trijumeau, qui est la plus grosse paire des nerfs crâniens, qui va énerver l'œil, qui va énerver le nez, qui va énerver l'oreille, qui va énerver la bouche. Donc, il y a un travail vraiment global qui se fait, qui ne se fait pas quand la langue est en avant. Et qui là est très intéressant dans le cas des personnes qui ont des migraines, parce que justement le phénomène trigémino-vasculaire est celui qui est reconnu pour être en lien avec les crises. Et honnêtement, pour moi, c'est plus un pincement à ce niveau-là. À partir du moment où vous levez cette langue au palais, je vais vous montrer ce positionnement. Vous voyez, chez la plupart des gens, la langue est soit en bas, soit derrière les dents. Alors que le vrai positionnement, c'est que la langue épouse le palais. Et là, ça tient le corps. On est dans une verticalité. Moi, je le vois parce que, si vous voulez, quand je reçois des gens, je leur mets des petites cales papier. Et je les fais marcher. Je les fais marcher une dizaine de fois dans la pièce. Et au fur et à mesure où ils marchent, ils savent pas ce qui va se passer. Au fur et à mesure où ils marchent, comme on a libéré cette double articulation, eh bien la langue peut monter au palais. Ils vont se redresser, la poitrine va s'ouvrir, les épaules vont tomber, la tête va s'ériger, la façon de poser les pieds au sol est différente et le bassin va se libérer. J'ai souvent des gens qui se mettent à marcher avec beaucoup plus de dynamique. J'ai même une fois une dentiste qui s'était fracturé 2 vertèbres 2 ans auparavant, qui avait été mal soignée. Quand j'ai mis les cales, elle a traversé la pièce, mais comme une fusée. C'était impressionnant. Donc les cales permettent de déconnecter le fait qu'on soit complètement en bas, serré, et pour laisser la place à la langue en fait. Voilà, et en même temps, donner déjà une information au cerveau. C'est-à-dire que avant même d'avoir l'activateur, je leur donne une information, voilà, c'est là où vous allez. Et donc, après, la personne, au travers de sa rééducation, va cheminer. Elle avait déjà senti. Par exemple, moi, j'ai un trampoline et je fais monter les gens sur le trampoline avec l'activateur. Eh bien, tout de suite, ils sentent que quand ils ont l'activateur, ils ont une meilleure posture, alors qu'ils sont sur un terrain instable. Donc simplement le fait de monter dessus sans sauter, juste de voir quelle stabilité en fait j'ai. Voilà, rien qu'avec l'activateur, parce qu'on déverrouille cette double articulation. Je fais faire, ça m'est venu, je ne le faisais pas quand j'avais mon cabinet, je l'ai mis en place quand je faisais mes stages, et je voyais, c'était tellement spectaculaire. C'est très très rare les personnes qui sentent pas. Très très. Je peux dire, je les compte sur le doigt d'une main. Et vraiment, il y a une information, c'est comme si, hop, on leur a dit, voilà, tu peux y aller. Tu as quelque chose qui de changer. C'est comme, je me souviens, j'avais une personne, l'année dernière, elle avait eu du mal à monter sur le trampoline pour sentir. Elle me disait que elle avait jamais pu descendre les escaliers sans tenir la rampe. Et que 3 mois après, elle arrivait à descendre les escaliers, même avec un colis,
sans tenir la rampe. Donc ça donne une stabilité complète en fait. Il y a vraiment un équilibre du corps considérable qui se fait. Ça veut dire que pour l'instant, moi, je considérais, par le nerf trijumeau notamment, mais que euh, la tonicité du corps, elle était liée aux dents, au fait d'avoir un bon contact dentaire. En fait, elle est plutôt liée à À la la langue. tonicité de la langue. Parce qu'en fait, le contact dentaire, il devrait être juste quand on mange. En fait, quand la langue elle est au palais, on est en inocclusion. Par contre, à l'effort, je vais serrer les dents. Là, c'est quelque chose de logique. En général, oui, on va serrer les dents. Mais en fait, on ne devrait pas les serrer. Ah, On, donc même à l'effort, on ne devrait pas. ouais, on devrait pouvoir pousser la langue au palais. Pousser. Et à ce moment-là, on ne va pas verrouiller au niveau des cervicales. C'est vraiment la langue qui est le chef d'orchestre. Je vous dis, reprenez les travaux de médecine chinoise, vous allez le voir. Parce que bon, déjà, en plus, si vous avez une inversion d'articulé, bon, bah, il suffit de rééquilibrer en faisant mâcher de l'autre côté et ça va se rééquilibrer. Bon, si c'est juste une dent, là, ça, c'est un petit peu différent. Il faut voir le cas spécifiquement. Mais si par exemple c'est tout un côté, dernièrement, je me souviens, il y a 2 mois, j'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs. Dont, il y en a un que j'ai vu qui était complètement en mastication à gauche. Et donc là, je lui ai dit, là, tu es vraiment rentré dans la pathologie. Là, c'est pas seulement la gouttière, c'est vraiment t'obliger pendant peut-être 1 an ou 2 ans à aller mâcher à droite pour rétablir les milieux. Et puis, après, le travail va se faire de la langue et tout, mais quelquefois, bon, il faut comprendre la physiologie. Hein. Il faut comprendre que la fonction entretient l'organe et l'organe maintient la fonction. Si vous ne faites pas de votre travailler votre nez va s'encombrer. Vous respirez de moins en moins. Si vous mettez en place la respiration nasale, automatiquement votre cerveau va être mieux oxygéné, automatiquement vous serez plus concentré. Moi, tous les enfants avec qui j'ai travaillé, vous savez, quand j'avais mon cabinet, il y avait 1 an d'attente pour avoir un rendez-vous chez moi. Et tous les enfants avec qui j'ai travaillé ont tous fait des bonnes scolarités. Moi, je mettais le marché en main, je lui dis voilà, tu travailles avec ton activateur, je donnais des clés, comment tu travailles, et tu vas voir que tu auras des bons résultats scolaires. Et comme les parents, ils veulent que leurs enfants aient des bons résultats scolaires, ben, ils amenaient leurs enfants, ils savaient qu'avec moi, je me basais sur la physiologie. C'est comprendre la physiologie du corps et la physiologie de la bouche. Ça veut dire que dans votre façon de travailler, il n'y a jamais d'arrachage de dents. Ça va se rééquilibrer avec la rééducation, avec comment je mâche. Ah oui, c'est dramatique les extractions prémolaires qu'il y a eu, parce que les bouches, elles sont toutes étroites, les gens, ils sont comme ça. Et les dents de sagesse, c'est dramatique aussi parce que régulièrement, on dit ah, mais mon dentiste ou mon orthodontiste m'a dit qu'il fallait les enlever. Et les 3 quarts du temps, on peut les laisser. Et pour moi, je pense que le phénomène d'apnée du sommeil que l'on a en recrudescence vient du fait des extractions multiples des dents de sagesse. Parce que les arcades dentaires ne sont plus maintenues. Et justement, par rapport aux apnées du sommeil, on disait la meilleure posture de la langue, c'est donc qu'elle soit très au fond. Pour autant, quand on fait le test et qu'on n'est pas habitué, on a l'impression presque qu'on va se faire étouffer par la langue. J'exagère. Mais donc, comment on peut faire prendre conscience à quelqu'un qui a des apnées du sommeil, à qui on lui dit c'est parce que si jamais tu ronfles, c'est que tout est serré. Si j'ai la langue au fond qui pourrait sembler pousser et obstruer, qu'est-ce qui me permet du coup d'avoir cette Parce que respiration suffisante? si vous voulez, les muscles fonctionnent différemment. Quand la langue se met au palais, vous avez vu, je vous ai montré les 3 positions, ben, c'est la même langue qui va juste derrière les dents ou qui se met au centre du palais. Et quand elle se met au centre du palais, elle va justement faciliter la respiration nasale. Alors que quand elle est devant, on est en asphyxie, on est en respiration buccale ou pseudo-buccale. Et moi, quelquefois, j'ai des gens qui me disent ah, mais madame, je respire par le nez. Je dis écoutez, je veux bien vous écouter, mais pour moi, je peux vous dire que vous avez une respiration pseudo-nasale. Si vous aviez une respiration nasale, votre nez serait différent, vos pommettes seraient différentes, votre bouche, elle serait différente. Et puis quand je les revois un mois après, ah oui, vous avez raison, je respire mieux. Ça me fait penser aux cloisons nasales déviées. Est-ce que là, pareil, avec un travail suffisant de la langue, on peut récupérer correctement Tout à fait, tout à fait. Moi, si vous voulez, je m'occupe pas des symptômes. Je sais comment fonctionne la physiologie. Et donc, même quand il y a
une cloison nasale déviée, la fonction créant l'organe et l'organe maintenant la fonction, ça va se récupérer à partir du moment où on met en place la respiration nasale. Voilà, il faut entretenir la respiration pour que ça circule correctement et c'est parce que je respire pas bien ou que j'ai pas la bonne position de la langue que derrière la circulation, elle se fait de moins en moins. Plus loin que ça, parce que l'état de notre cœur, il est fonction aussi de notre respiration nasale. Parce que dans la respiration nasale, il y a un moment où on va plus respirer par la narine droite, d'autres moments plus par la narine gauche, mais ça a de l'influence aussi par rapport à l'état de nos neurotransmetteurs et de tout l'équilibre aussi au niveau sanguin. Qu'est-ce qu'il y aurait comme petit exercice qu'on pourrait partager à ceux qui nous écoutent? Ben, déjà, rien que de prendre cette habitude de faire ce mouvement-là, périnée lent, périnée lent, périnée lent, périnée lent, périnée lent. Là, pour affiner sur cet exercice-là, on est d'accord que c'est langue au palais à la distance de la phalange du pouce et qu'elle touche le palais quand le périnée se contracte, quand il remonte aussi, tout qui remonte. C'est comme une danse, si vous voulez. On donne une impulsion. Voilà. On donne une impulsion. On donne une impulsion. Et ça, il faut prendre un tic parce que dans notre cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est en déglutition infantile, on est resté comme un bébé. Ça veut dire que notre schéma corporel est resté celui d'un bébé. Mais ça veut dire aussi qu'on a un fonctionnement où on est en dépendance. Alors que quand on met cette respiration nasale en place, eh bien, on va mettre en place notre schéma corporel adulte. Et ça fait un autre comportement et ça fait tout de suite une modification de la langue. Et ça peut aller très vite. Je vais vous montrer un enfant qui était dyslexique, dyspraxique, voilà, qui n'avait pas la place de sortir ses dents de lait. Et je lui ai appris l'exercice, je lui ai appris comment travailler avec les activateurs. Et 1 an plus tard, c'est la bouche que vous avez en bas. Et regardez sa posture, il se tient droit comme un nid. Donc à l'époque, il avait 9 ans. Après la deuxième photo, il avait 10 ans. Et puis maintenant, il a 16 ans. Il est en train de finir de mettre en place ses dents de sagesse. Mais il fait 1m92, il est droit comme un nid. Vous voyez, une petite fille qui avait non seulement des problèmes de bouche, mais aussi des problèmes d'yeux. Voilà, on était comme ça. 1 mois plus tard, la même. Oui, oui. Et 1 an et demi après, sans opération, on se retrouve comme ça. Donc, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure du trijumeau, bien comprendre que quand on est justement avec cette 5e paire de nerfs crâniens, on va avoir tout ce travail qui va se faire, on va avoir cette libération des articulations. Pour moi, je pense que le travail des migraines, c'est d'abord à la fois une libération de ces articulations et un travail au niveau de l'oxygénation du cerveau. Par rapport aux patients qui sont venus, est-ce qu'il y a spécifiquement des patients qui sont venus vous voir parce qu'ils avaient des migraines? J'ai eu des gens qui venaient avec des douleurs importantes. Entre autres, des gens qui se retrouvaient aussi avec des implants. Et donc, ils n'avaient plus la bonne hauteur et tout. En fait, vraiment, la bouche et surtout cette double articulation temporomandibulaire, c'est elle qui gère la posture du corps. Donc, tant qu'elle n'est pas en place, c'est clair que les gens vont être en souffrance à un niveau ou à un autre, que ce soit par des acouphènes, que ce soit par des douleurs des articulations, que ce soit par de l'asphyxie, que ce soit des douleurs cervicales ou dorsales. Tout ça, ça joue, c'est clair. J'allais justement rebondir sur les douleurs cervicales. J'ai beaucoup de cas de personnes qui ont des migraines qui ont associé à ça des douleurs cervicales. Et ça, c'est très facile à gérer. Vraiment, les douleurs cervicales, pour moi, c'est très, très facile à gérer. C'est ce que j'allais dire justement par rapport à cette posture qui n'est pas soutenue. En fait, on va de suite se retrouver tassé. Voilà. Est-ce que chez les personnes qui ont des migraines ou au moins des gros maux de tête que vous avez pu voir, leur bouche dit la même chose? Est-ce qu'elle est similaire? Je m'en fiche un peu des symptômes. Je fais confiance à la physiologie. Si vous voulez, je suis vraiment une amoureuse du corps humain. Je trouve que c'est une machine extraordinaire et que si on l'écoutait davantage, il nous donne les solutions, il nous donne les informations. J'entends les symptômes, je les note quelquefois quand les gens ont des problèmes d'apnée du sommeil ou telle douleur. Mais
Je fais confiance à la physiologie parce que je sais que c'est elle qui nous donnera la clé. Pour moi, c'est pas les médicaments qui nous donneront la clé, c'est vraiment la physiologie, et de rétablir la physiologie va permettre à la personne de retrouver un meilleur équilibre, un meilleur bien-être. Vous savez, Weston Price a écrit son livre qui s'appelait Dégénérescence physique et psychique. Et c'est pas anodin, parce que pour lui, toutes les populations primitives avaient non seulement des bouches parfaitement alignées, mais étaient joyeux et de bonne humeur. Alors que vous voyez dans quel état est notre population. On est tous avachis, on est tous avec des yeux tristes. Donc c'est vraiment quelque chose de capital de rétablir ces bouches équilibrées. Plus de soutien par la bouche, plus d'oxygénation, un travail sur le trijumeau qui est différent ou qui n'est pas hyper excité, qui lui laisse suffisamment de place. Qu'est-ce qu'on aurait pu... On supprime les apnées du sommeil qui sont parfois concomitantes avec les migraines. J'ai le cas d'une patiente effectivement qui avait pas mal de migraines et je soupçonne fortement de l'apnée du sommeil. Les gens ne sont pas toujours conscients de l'apnée du sommeil, hein, ça c'est clair. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des astuces pour leur faire prendre conscience que là, il est important de se poser des questions et d'agir? Vous savez, j'ai créé mon site en 2015 pour passer des informations, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de vidéos gratuites sur le site pour expliquer ça. J'ai fait 2 vidéos en 2014 et 2015 qui ont été vues plus d'1 million de fois. Et qu'est-ce qui fait que si ça a été vu 1 million de fois, il n'y ait pas plus d'engouement sur ce travail de la langue, de la modification posturale profonde? C'est un travail de rééducation, mais si moi je porte ma gouttière, c'est moi qui vais avoir les résultats. Si vous la portez pas, vous n'aurez pas de résultats. Si vous voulez, on est dans une civilisation de la facilité. Ce travail, il n'est pas difficile, mais ça demande une discipline. Voilà. J'ai vu encore hier et samedi des petits enfants qui travaillent avec leur gouttière où la bouche elle, se développe, mais vraiment naturellement, tout se met en place facilement, gentiment et tout. Mais c'est clair qu'il faut porter son activateur. C'est ce que je dis à mes patients, finalement, il n'y a pas 15 000 choix. Soit il y a une voie plus naturelle, mais il faut se retrousser les manches et il faut agir, soit on attend la solution miracle, le médicament, et voilà, les deux sont possibles. Il n'empêche que si on veut une autre voie, il faut y aller et il faut faire les exercices, ou en tout cas, il faut prendre soin de soi, faire soi-même, et c'est un engagement. Par rapport à cette notion d'engagement, est-ce que, on a dit tout à l'heure, le fait de rester en déglutition infantile amène un comportement plus enfantin, et donc la discipline, est-ce qu'elle n'est pas plus difficile? Oui, mais je veux dire, les gens qui veulent s'y mettre, qui ont vraiment des douleurs et tout, ben, je pense qu'ils ont la motivation quand même pour s'en sortir. Donc, après, bon, c'est pas à dire on garde l'activateur toute la journée. Non, j'ai des gens par exemple qui travaillent sur ordinateur qui vont le garder 3-4 heures parce que bah, ils sont plus confortables, ils ont moins mal au dos, ils sont moins affectés par les écrans. Mais sinon, même si vous le portez 1 heure par jour, quand vous lisez, quand vous êtes devant un écran, on passe tous de temps devant les écrans. Je vois, moi, les enfants, je leur disais, il n'y a pas d'écran sans activateur. Moyennant quoi, bah, il n'y avait pas de problème pour leur faire porter l'activateur. Et puis après, quand ils sont habitués à le porter dans la journée, ils le portent la nuit. Donc c'est pas quand même très très contraignant. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas très long, qui dure 5 minutes le matin et le soir, qui va permettre de reconnecter l'énergie de vie et l'énergie de guérison qui anime chaque corps humain. Et puis après, dans la journée, ben, on essaie de penser à sa langue. On est, on est à attendre à la caisse d'un supermarché, hop, on pense à sa langue, on pense à sa langue, on pense à sa langue. On est dans la voiture au feu, on pense à sa langue. Il faut que ça devienne un réflexe. Et puis après, on porte son activateur. C'est un truc que j'aime bien, que les conseils ou des exercices, l'idée c'est que ça soit court, simple et faisable le plus souvent possible.
Mais justement, parce qu'il n'y a pas de faire 1 heure d'un truc compliqué, ou voilà, l'idée c'est de la faire la régularité. Compliqué, on le fait pendant qu'on fait autre chose. Vous pouvez le faire pendant que vous faites votre ménage, pendant que vous bricolez, pendant que des gens qui ont du trajet en voiture, eh bien, je leur fais mettre pendant leur trajet en voiture. Enfin, j'essaie de voir avec eux tous les moments où ils peuvent le mettre. Et puis après, ben, on le porte la nuit. Et donc tout ça, c'est un processus jusqu'à temps que la bouche soit équilibrée et qu'il n'y ait plus besoin de soutien, puisque c'est la langue qui va faire le travail. Voilà. Alors après, si vous voulez, ça, c'est le travail d'orthodontie. Après, pour moi, l'activateur, c'est aussi un outil de bien-être. Pourquoi je vous dis, par exemple, je dors avec un activateur depuis 30 ans. Pourquoi? Même si ma bouche, elle est en équilibre, mais parce que je suis hypersensible, parce que je suis thérapeute. Donc la nuit, j'aime bien que mon corps il puisse se détendre, mes chaînes musculaires elles se reposent et que mon cerveau soit bien oxygéné. Donc j'ai pris l'habitude de dormir avec un activateur. Mais on n'est pas à l'abri d'un stress. Je veux dire, moi, par exemple, il y a 4 ans, j'ai eu 2 deuils très rapprochés, dont un deuil qui s'est fait en 48 heures. Je dors avec un activateur, j'ai quand même fracturé une molaire parce que ça a été un choc émotionnel. Donc, personne n'est à l'abri d'un choc émotionnel ou d'un trauma ou d'une problématique. Donc, la prévention, pour moi, elle est toujours la chose importante. C'est toujours ce que j'ai fait. Au départ, j'ai extrait des dents de sagesse, j'ai fait, euh, j'ai fait des soins dentaires, mais après, j'ai de plus en plus remonté à la source pour essayer de maintenir les bouches en équilibre parce que c'est ce qui est le garant d'un corps en bonne santé. Parce que la physiologie, c'est 24 heures sur 24, puisque que l'on soit réveillé ou endormi, que l'on soit conscient ou inconscient, la physiologie de la bouche, elle va continuer puisqu'on déglutit 1500 à 2000 fois par 24 heures. Ça veut dire que plus on le fait tôt, mieux c'est. Comme ça, on entretient autant la fonction, la bonne fonction, mais la bonne physiologie, dans le sens où derrière, plus c'est oxygéné, enfin, moins c'est serré, moins j'aurai d'irritation, d'inflammation, donc potentiellement moins de déchaussement des dents et tout ça. C'est le signe d'une bouche pas équilibrée et qui a besoin d'être soutenue, réoxygénée et réénergisée, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres types de soins dentaires que vous mettez en place justement pour la prévention? Oui, ça m'arrive d'utiliser des huiles essentielles, ça m'arrive d'utiliser de l'homéopathie, quelquefois pour euh, aider les gens dans telle ou telle problématique. Et quel serait le meilleur dentifrice, puisqu'on a dit que le dentifrice était quand même lié à cette alimentation industrielle. Donc, si j'ai une alimentation un peu plus traditionnelle ou ancestrale, quel serait le meilleur dentifrice? Oh, il y a tous les dentifrices à l'argile sont des bons dentifrices. Les dentifrices de chez Velleda, en général, c'est des bons dentifrices aussi. Donc, Est-ce qu'on peut faire un point supplémentaire sur la mastication? ah, ça, c'est capital. C'est capital pour beaucoup de raisons, parce que au travers de la mastication, on va imbiber l'aliment de salive, qui est un liquide régénérateur qui va démarrer la digestion, qui va donner aussi, il faut comprendre que l'être humain fonctionne par le plaisir, l'apprentissage de l'être humain se fait par le plaisir, donc quand on mastique, on va avoir du plaisir et en même temps, ça va nous donner la satiété. Si on avale ces aliments, eh bien, on n'aura pas la satiété, donc après, on va se remplir. Donc, beaucoup de gens qui ont des problèmes de poids, eh bien, c'est parce que la mastication ne se fait pas. Alors déjà, on a une mastication qui est incorrecte parce qu'on a des aliments très mous, mais en plus de ça, si on ne prend pas le temps de mastiquer, donc d'avoir du plaisir, eh bien, automatiquement, on va rentrer dans un cercle vicieux et on n'aura pas le phénomène de satiété. Une mastication incorrecte, si on a les aliments très mous, finalement, elle est superficielle. C'est je mâche 2, 3 coups et puis j'avale en fait. Donc, pour avoir une mastication correcte, c'est quoi? Est-ce que je me force à mâcher, mâcher, mâcher? Par exemple, à l'heure actuelle, on a une mode des jus. Oui. Plutôt que d'utiliser des jus, moi, je préfère mâcher sur un céleri, sur un fenouil. Je vais prendre le temps de mastiquer. Je peux vous dire que quand vous prenez le temps de mastiquer un fenouil, un céleri, ben là, il faut le mâcher.
et ça fait travailler. Pour ceux qui vont avoir les masséters, enfin les muscles des mâchoires hyper contractés de par le stress, mais pour autant mâcher un aliment longtemps, ça peut les cramper. Après, ben, il faut voir ça, pour ça, il faut avoir une radio panoramique pour voir tout, effectivement, s'il y a un déséquilibre entre la mastication à droite et gauche, bon, ben, on le fera à ce moment-là. Ça suffira pas, quelquefois, de travailler avec l'activateur. Il faudra demander de mastiquer plus d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est une étude de cas. Donc concrètement, on a dit prendre le temps de respirer, prendre le temps de mâcher, faire attention à quel côté on mâche plus préférablement. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces qui sont utilisées en orthodontie classique, que ce soit avec les bagues ou avec les Invisalign, elles sont très puissantes. Et la mandibule, c'est un os qui est suspendu. Et je peux vous le dire parce que je m'en suis fait la réflexion. Si vous voulez, j'ai eu un premier cabinet pendant 5 ans, de toute ma première période, et puis après, j'en ai eu un pendant 21 ans. Et dans le premier cas, j'ai vu que 4 bouches qui avaient des problèmes d'articulation temporomandibulaire. C'était des gens de 45-50 ans, donc il y a une certaine logique, parce qu'il y a déjà un certain nombre d'années de vie. Et dans le deuxième cas, j'ai vu presque tout le monde avoir des pathologies des ATM, parce que les forces sont tellement puissantes qu'il y a vraiment un déséquilibre. Alors que justement, l'intérêt de l'activateur, c'est qu'il va permettre de remettre dans l'axe le condyle supérieur et le condyle inférieur. Et donc, on va rééquilibrer les articulations déjà dans ce travail. Et puis après, bon, ben, si en fonction de la bouche, s'il y a une pathologie d'avoir plus mastiqué à droite, à gauche, ben, il va falloir compenser. Mais c'est déjà en travaillant avec les activateurs, on va souvent remettre en place des articulations qui peuvent être douloureuses. Ça me fait penser à une amie, vue en ostéo aussi. Pour elle, donc, c'était une luxation de la mandibule euh, liée à l'ouverture et les travaux dentaires. Extraction des dents de sagesse peuvent importer parce que quand vous voyez que cette zone elle est comme ça et que les instruments qu'on met, ben, ils sont quelquefois du double, ça crée souvent des problématiques. Ça veut dire qu'avec les activateurs, on peut rééduquer ce genre de perturbation. Et je me souviens très bien, c'était il y a très très longtemps, parce que c'était quand j'avais mon cabinet, avoir une jeune fille qui a déclenché des migraines à la suite des extractions de dents de sagesse. Et le travail avec l'activateur lui avait permis de remettre ça d'aplomb. Il faut vraiment comprendre que le crâne, c'est fait de sutures. Si vous travaillez en force ici, vous étirez en force ici, automatiquement, ça va verrouiller le crâne. Et moi, ce que je vois des suites de l'orthodontie classique, c'est très souvent, il y a des problèmes de migraine, des problèmes de sommeil et des problèmes de dos qui sont consécutifs à l'orthodontie classique. On a parlé de l'os de la dent qui est le plus dur du corps. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans, pas le symbolisme, mais on a dit que la bouche, elle avait des impacts beaucoup plus larges. Donc là, on a parlé beaucoup de posture. On a aperçu un petit côté sur l'état d'esprit. Est-ce qu'on peut aller creuser un peu plus loin? Oui, la dent, c'est en rapport avec les organes. Euh, la dent est vivante en permanence. Alors, moi, je connais dans mes formations, j'en parle des dents reliées aux différents organes et tout. Mais je ne suis pas à vouloir, comme le font certains, décortiquer telle dent, c'est telle chose et tout. Je sais, quand il y a besoin de le verbaliser, je le verbalise, mais je préfère m'attacher à la globalité. Parce que plus on va remettre la globalité en place, plus les dents vont se remettre en bon état. Finalement, c'est vrai que profondément, il y a vraiment que le corps qui sait ce qui se passe. Et d'analyser spécifiquement c'est l'interprétation de quelqu'un d'autre sur le corps d'une autre personne. Mettez les mains sur le crâne de quelqu'un, ben, vous agissez pas spécifiquement tel muscle et tout, non. Vous laissez le mouvement se faire pour que le corps retrouve sa propre énergie et sa propre dynamique. Mais c'est ça, retrouver ça pour moi,
quand je fais travailler avec l'énergie de vie, ben c'est ça, c'est redonner cette impulsion, parce que l'énergie de vie, c'est l'énergie la plus puissante qui est à notre disposition, puisqu'elle nous a permis de construire un corps physique. Quand vous parlez de l'énergie de vie, comment les gens la ressentent quand ils travaillent avec vous? On le fait travailler à partir du périnée, puisque c'est l'endroit où elle est puissante. Alors, il y a des gens qui le ressentent, des gens qui le ressentent pas, mais automatiquement, elle est à l'action, parce que c'est elle qui anime le corps physique. Si on n'avait pas cette énergie de vie, on serait entre quatre planches. Donc, on travaille à partir de là. Si la personne le ressent très bien, même si elle le ressent, elle est opérationnelle. L'idée, c'est le corps qui fonctionne et nous, on soutient ce qui se passe autour. Voilà, c'est toujours cheminer pour que le meilleur équilibre se manifeste. Est-ce que vous auriez quelques autres petites stratégies à partager à ceux qui nous écoutent et qui spécifiquement vivent avec la migraine pour sentir un mieux? La première des choses que je dis toujours à mes patients, et même aux artistes que je forme, c'est d'apprendre à se mettre en priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver son senti. Parce que, comme je vous le disais, nos études internes nous ont formatés par rapport à la maladie. C'est normal d'avoir telle ou telle pathologie, telle ou telle problématique. Pour moi, ça n'a jamais été normal. Un corps, c'est la normalité. Sauf qu'on l'a perdu, cette normalité. Et donc, la première chose, c'est vraiment de se réapproprier sa bouche et son corps. C'est ce que j'essaie de faire avec mes patients, pour que, vis-à-vis d'un thérapeute, d'un médecin, d'un dentiste, d'un ostéo, ils puissent être en capacité de sentir, oui, ça me convient, ça, non. Et donc, de pouvoir être acteur de sa guérison. Parce que nous, on va les aider, on va les accompagner, mais on ne peut pas faire le travail à leur place. Comme je vous disais, si c'est moi qui porte l'activateur, c'est moi qui aurai des résultats. Donc, c'est important de se remettre en priorité dans sa vie et dans son corps et dans ce qui nous arrive. Après, c'est un cheminement, et puis on va rencontrer tel ou tel thérapeute, et puis si c'est pas suffisant, ben, on va se renseigner. Ramener la conscience à son corps, est-ce que pour vous, ça passe spécifiquement par la bouche? Déjà ressentir ce qui se passe au niveau de sa bouche? Ben, oui, quand j'ai compris que la physiologie de la bouche était 1500 à 2000 fois par 24 heures depuis la 11e semaine de vie intra-utérine, je pense que c'est incontournable. Parce que c'est elle qui meut le corps, c'est elle qui meut cette double articulation, qui meut la posture du corps. Et ça, si vous voulez en faire à l'économie, même, je veux dire, j'ai réalisé depuis quelques années que c'est l'arrêt de la déglutition qui nous signifie que la personne va mourir. Donc c'est vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire, très souvent on dit « Ah là, la personne ne peut plus manger, ou elle ne peut plus boire, elle n'a plus soif ». Non, elle ne peut plus manger, ne peut plus boire, parce qu'elle ne peut plus déglutir. Donc, très tôt, avant la succion du pouce, se met en place la déglutition, et jusqu'à notre mort. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis vraiment, la physiologie de la bouche nous donne les clés de la physiologie du corps, tant au niveau physique, énergétique, quantique et spirituel. C'est aussi énorme que ça, parce que ça nous permet aussi de nous ouvrir à notre créativité, nous ouvrir à notre connexion tertielle. Ça va très loin à ce niveau-là. C'est vrai qu'en médecine chinoise, on dit que justement le palais à la langue permet cette connexion. C'est le point qui permet de lier l'énergie de la terre et du ciel. Dans toutes les traditions indiennes, je dis, moi j'ai été enseignée de l'intérieur, c'était très inconfortable intellectuellement, mais je retrouvais l'exercice secret des moines taoïstes, parce que j'avais des années de méditation, et donc quand j'ai porté l'activateur, je ne pouvais pas le porter comme on me l'avait appris, donc il a fallu que je trouve mes propres façons de travailler. Et Vous pouviez pas le porter comme vous l'avez appris. Pourquoi? on me l'avait appris d'une façon mécanique, à mâcher 12 fois, avaler sa salive. Moi, ça me crée une tension dans la tête, il fallait que je pense à ça, alors que j'avais l'habitude d'avoir la tête en vacances depuis longtemps. C'est ce qui vous a amené à chercher ce recul de la langue et ce travail avec la langue. Et ça en lien justement avec l'expérience méditative que vous aviez pu faire? Oui, parce que quand on est en méditation, bon, la tête est en vacances.
Moi, ça fait 30 ans que ma tête est en vacances. Donc, ça permet de recevoir des informations de l'univers. Donc, c'est intéressant. Et après, j'ai découvert dans les 15 dernières années où j'ai travaillé au niveau de la conscience que ce que j'avais découvert, c'était en fait en rapport avec ce qui s'apprenait dans les traditions secrètes des moines taoïstes. Effectivement, on va très loin quand on travaille sa langue finalement. Ce qui est intéressant, c'est que ça lie la posture, la méditation et tout le côté émotionnel qui est Voilà. activé. Oui, parce qu'on va aussi nettoyer au niveau émotionnel. Des choses qu'on a pu occulter, qui vont remonter, mais pour être évacuées. Dans le travail de rééducation que vous faites avec la langue? Moi-même, personnellement, quand j'ai découvert ce travail, j'avais occulté quelque chose depuis 40 ans. La langue, c'est vraiment l'équilibre interne du corps. Je ne pense pas qu'on puisse guérir des migraines sans que la langue, elle se mette en place. Donc pour vous, les migraines finalement c'est un message et si je comprends bien, on peut guérir pour vous puisque la physiologie sera remise et qu'il n'y aura plus lieu qu'il y ait toutes ces tensions et ces excitations nerveuses. Voilà. Il y a une chose que je viens d'entendre, vous parler de guérir. C'est Oui. écrit autrement, le guérir. Et quand on travaille avec l'activateur, moi je l'ai vu avec des enfants, quand je leur faisais faire l'exercice, ils riaient aux éclats. Parce que quand on lâche le mental, à ce moment-là, on rentre directement en connexion avec la vibration de l'être. Donc là, il y a vraiment un autre niveau de conscience qui se met en place. C'est très intéressant parce que ça fait justement le parallèle avec une personne que j'ai interviewée plus tôt, Stéphanie Freitag, et qui est rigologue. Justement, elle ramène la conscience au corps à travers le rire. Donc là, on fait pareil, un parallèle qui est hyper intéressant et qui va jouer sur plusieurs points et sur plusieurs mécanismes. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Chers abonnés, si vous voulez avoir de nouvelles visions sur la gestion de vos douleurs et de vos crises de migraine, si vous voulez accéder à des exercices concrets que de superbes thérapeutes utilisent dans leur cabinet, alors abonnez-vous, likez, partagez cette dose à ceux que ça pourrait soulager. Marie-Solange, j'ai encore quelques petites choses à vous demander avant de conclure. Est-ce qu'il y a des questions que je ne vous ai pas posées et qui auraient été intéressantes d'aborder ? Non, je pense qu'on a fait le tour des choses. Après, bon, c'est à chacun de cheminer et s'il a envie d'aller plus loin, de venir chercher les informations et puis d'expérimenter, parce que je pense que de la même façon que je pourrais vous décrire le goût des fraises, tant que vous les aurez pas goûtées, vous avancerez pas beaucoup. Quel livre en particulier qui vous a marqué ou qui a été un déclic pour vous? Il y a eu un livre, mais qui malheureusement n'existe plus, n'est plus édité, sur la rééducation de la déglutition salivaire. Et puis aussi, ça c'est un volet qu'on n'a pas abordé, c'est ce volet-là, ces glucides qui menacent notre cerveau. J'aime beaucoup cet ouvrage, il est un peu dense, il est écrit par un neurologue, mais il est magnifique. Et il est important aussi d'être vigilant sur notre alimentation. Personnellement, je ne mange pas de céréales, ça ne me convient pas depuis plus de 40 ans. J'en étais consciente très tôt. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient améliorer leur santé. Personnellement, j'ai écrit des e-books, l'un sur l'alimentation pour reminéraliser les dents. L'alimentation qui est bonne pour les dents et les os est bonne pour le cerveau, c'est clair. Et on a dit au tout début que le premier changement au niveau dentition qui a été fait, il a été fait au moment où les céréales ont été importées. Oui, moi, les céréales ne sont pas un aliment. C'est un aliment de remplissage, mais ce n'est pas un aliment. On a déjà tellement d'aliments à manger mais après, chacun fait ses choix. Si vous deviez terminer par un mot, quel serait-il? Respect de la physiologie, respect, écoute du corps, écoute du fonctionnement du corps. Merci beaucoup pour cet échange. Je mettrai dans la description vos coordonnées, comme ça tout le monde aura accès à toutes les infos. Encore merci vraiment pour ce moment qui était riche et j'espère qu'il aura intéressé beaucoup de monde, qui aura apporté de nouvelles pistes. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir écouté. Merci beaucoup, Marie-Solange. Au plaisir de partager avec tous de nouvelles doses dans Doser et d'oser élargir les regards.
Belle journée! Bonne fin de journée.